So happy to introduce a conference now, or a series of 6 presentations about carbon negative concrete. So one of the ways to sequester carbon in a durable way is to put it into construction materials and concrete. And so we have the pleasure to have 6 presentations on this very topic. First presentation by Jean-Louis from Innovidair. So Jean-Louis, we start about a presentation in French, but translated as usual about comment on dit en anglais d'ailleurs, liant biosourcé. A biosource binder, thank you. And then it will be followed by Alejandro Castilla from Ecoloct. Alejandro is senior operations manager at Ecoloct, a German company that does biochar and sequestration of biochar in concrete, right? Then we'll have a presentation by Paul-Élie Coudray, who's a commercial manager at Neustark, a Swiss company who's developing a process to sequester CO2 into recycled concrete. So Paul-Élie will be here presenting around 3 o'clock, 10 past 3. And then we'll have Jan Lindenberger. I don't know if Jan is here already, who will present who's a sales engineer at Next Generation Energy, and will present the Biochar Life project that they are developing. Then I'll have the pleasure to have Etienne Brulon, strategy director from Neolith, so presenting a French scale-up developing a project to recycle concrete waste and create a man-made mineral called anthropocyte, right? And finally, last but not least, another AFN member, Fabien from Voltigital, will introduce their innovation with Carborock, a carbonatation technology. So, a rich program this afternoon, and I will give the floor to Jean-Louis to start about a biosourced binder in French. Bonjour, bon après-midi, merci. Donc je vais vous présenter brièvement un liant biosourcé qu'on appelle Biotri, qui est une invention française avec un brevet et une formulation chimique un peu particulière, et qui permet en fait de répondre à 3 gros enjeux environnementaux, qui sont de réduire l'impact carbone, donc de diminuer la signature CO2 de l'assemblage d'un béton ou d'un matériau de construction ou d'autres choses, vous verrez. De réduire aussi des consommations matières, donc du coup d'éliminer le ciment ou la chaux dans certains assemblages faits pour le bâtiment et les travaux publics, et aussi en partie de l'eau aussi. On a aussi une économie de l'eau avec notre système, et on va utiliser aussi ça pour faire du recyclage de matière, pour la revaloriser et puis de retrouver une nouvelle vie en fait. Donc notre solution en fait c'est une alternative au ciment Portland, et c'est une technologie bicomposant qui est basée sur le principe de l'utilisation d'une huile végétale avec une ingénierie un peu spécifique. Il y a quelques additifs qui sont très courants notamment la filière alimentaire, et on vient faire réagir ce système en fait de liant qui est bicomposant entre notre durcisseur végétal et du silicate de soude. Ça permet de permettre, il faudrait demander au chimiste inventeur qui fait partie de l'équipe le détail en fait, mais ça crée des liaisons permanentes et qui permettent en fait qui est mis en œuvre, en fait, cette réaction est mise en œuvre en phase liquide, ce qui présente un gros avantage quand vous allez voir sur les slides qui suivent, car on peut paramétrer la réaction en vitesse dans les stoichiométries en mélangeant le silicate de soude, le durcisseur végétal. Et donc c'est très, comment dire, c'est tout à fait paramétrable. On a un grand panel d'applications qui va finalement au-delà de la partie
alternative à un béton. On peut l'utiliser soit pour faire de la sous-couche, soit pour faire des consolidations. Là, vous avez l'exemple avec un nid de poule qu'on a comblé avec ce liant, au lieu de combler avec de l'asphalte et des choses comme ça. On peut mettre en forme des objets, on peut faire la préfabrication. Ici, c'est du chanvre sur l'image en bas. On peut neutraliser des poussières, et notamment les poussières qui peuvent être un peu embêtantes. On regarde de près, par rapport à ce qu'on a vu sur le salon, les cendres ultimes des incinérateurs, par exemple, pour les encapsuler et les packager de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact, en tout cas le moins d'impact possible dans le temps, parce qu'aujourd'hui, dans les filières enfouissement, ça peut être une alternative au béton qui est utilisée pour cet objet. Et puis là, vous voyez aussi une encapsulation, j'en ai une ici sur le stand là. Ça, c'est des billes de polystyrène. Et on a fait, avec notre liant, un agglomérat de polystyrène. L'avantage, c'est que notre liant aussi peut apporter une certaine inflammabilité à cette pièce. Donc on a un effet en fait de retard à la flamme, voire d'immunité à la flamme. Dans la partie applicative, on peut aussi utiliser ce liant pour fonctionnaliser des surfaces ou en volume des matières de l'agglomérat. On a notamment la possibilité de faire de l'hydrofugation, donc on le rend hydrophobe. On peut faire aussi donc l'inifugation, ça je vous en ai parlé pour la partie polystyrène, mais on peut le faire aussi sur des fibres végétales agglomérées. Et on peut aussi doser la perméabilité. Donc par exemple, aujourd'hui, beaucoup dans les mobilités douces, les gens vont utiliser des bétons lavés. Donc il y a la signature CO2 du béton, on utilise de l'acide, on utilise de l'eau. Et dans le temps, ces bétons lavés aussi présentent aussi un certain nombre d'avantages, mais aussi d'inconvénients, y compris sur l'albédo dans les villes, puisque le béton quand même est une belle pompe à chaleur qui relague la chaleur, notamment pendant les temps de canicule. En termes de mise en œuvre, le fait qu'on soit en phase liquide permet de travailler sur 3 techniques d'assemblage de l'agglomérat. 1, le gâchage, comme avec la bétonnière. 2, l'injection, on peut combler des fissures. 3, la pulvérisation, on peut fonctionnaliser une surface. Et donc prendre par exemple, on imagine, de prendre un OSB et de déposer une couche qui va le rendre inifuge. En termes de charges compatibles, on est vraiment compatible d'un grand nombre de charges, soit du minéral, soit du végétal, soit du recyclage des déchets. Donc en minéral, vous avez un exemple avec du sable d'estran. C'est le sable en bord de mer qui n'est jamais découvert par la marée. On a assemblé cette petite briquette avec ce sable-là et on peut faire circuler si vous voulez pour avoir un feeling. On a aussi assemblé des choses comme ça avec du foin. On peut le faire sur de la paille, on peut le faire sur différentes fibres végétales. Pareil. Puis après, vous redonnerez à Pascal au bout, mon associé. Et puis là, vous voyez sur la dernière photo en bas, on a aussi aggloméré du papier. Ça se fait bien. Il y a aussi la propriété d'inifugation aussi, qui peut être intéressante. Nos marchés cibles. Alors en fait, oui, j'ai oublié un truc quand même. Dans notre composé de base, l'intrant de démarrage peut être en fait une huile de friture qu'on va recycler, filtrer et travailler notre formulation chimique pour le durcisseur végétal. Dans les marchés ciblés, je reviens au sujet, on s'intéresse beaucoup à l'architecture de terre. On a fait des essais sur de la latérite, on a fait des essais sur certaines terres argileuses, notamment du côté de Clermont-Ferrand, des choses comme ça. On s'intéresse aux bâtiments et travaux publics, et on s'intéresse aussi au traitement des déchets. Et en fait, on veut surtout résoudre les problèmes qui embêtent des gens quand ils ont des
des matériaux qui sont dispersés et qu'on veut remettre en forme pour tout un tas de raisons, pour les stocker, pour les réutiliser. Notre stratégie, pour justement ne pas impacter non plus trop la signature CO2 de notre activité, c'est de produire en local et de distribuer en local. On ne va pas faire une grosse usine pour fabriquer ce produit-là en prenant toutes les huiles de France pour les mettre à je ne sais quelle ville et ensuite les réexpédier en France. L'idée, c'est de collecter local, déjà sur ça, éventuellement sur des huiles déclassées, et ensuite appliquer local et mettre à la disposition des gens qui veulent utiliser le liant. La stratégie, elle est assez basique. Hein. On est basé plutôt à Cergy. Donc on fait d'abord l'Île-de-France, la France et éventuellement l'export, parce qu'on pense qu'il y a des possibilités aussi qui peuvent intéresser certains pays. Et puis encore une fois, on réinsiste un peu là-dessus, ce qui nous porte aussi, c'est la revalorisation de la matière, pas créer de la nouvelle matière. Quand on fait en béton, on crée une nouvelle matière. L'idée là, c'est de prendre des matières déjà existantes et de les agglomérer et d'en faire des objets qu'on va pouvoir utiliser pour de la consolidation de sol, pour de la réparation de routes, pour des voies douces. Voilà. Ben voilà, après je suis arrivé à la fin. Voilà nos contacts. Moi je suis à Lyon, Pascal est à Cergy. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Bon, très bien. Bah, écoutez, je passe la suite à l'intervenant suivant. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Paul-Élie Coudray et je travaille chez Neustarc sur la partie business développement, en particulier sur la recherche de puits de carbone. Donc c'est des recycleurs de déchets minéraux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu notre compagnie, ce qu'on fait, pourquoi c'est important de stocker du carbone dès aujourd'hui et notre business model. Puis il y aura des questions à la fin. Donc trois raisons qui justifient l'élimination du dioxyde de carbone dès aujourd'hui. Donc comme sûrement beaucoup d'entre vous le savent, il faut qu'en 2050 on arrive à la neutralité carbone. Et pour ça, il faut que la plupart des entreprises réduisent jusqu'à 90% leurs émissions. Mais il va y avoir pas mal d'émissions qui vont devoir être compensées. Et donc il faudra que pour 2050, on réduise 10 milliards de tonnes de CO2. Donc pour en arriver là, il faut déjà les réduire et utiliser des solutions de stockage de CO2 comme Neustarc le fait. Et au jour d'aujourd'hui, on a 3121 tonnes qu'on a réussi à stocker. On est une entreprise, on s'est lancé il y a 5 ans. Donc voilà. Et puis après 2050, il faudra qu'on élimine toutes les émissions. Donc ce sera une des méthodes. Il y a plusieurs méthodes d'élimination du carbone. Il y a planter des arbres, dans les sols, le biocharbon. Et ça, c'est des techniques qui sont avec une permanence de décennies à des siècles. Et en fait, nous, on se distingue parce qu'on a une technique qui permet de stocker de manière permanente, c'est-à-dire de 10 000 ans à plus, par la minéralisation des déchets. Il y a aussi, donc c'est ce qui est entouré là. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes avec le stockage en sous-sol, le captage direct et puis des projets, on parle de dans les océans, la fertilisation des océans, l'alcalinité des océans, et ça c'est plutôt des projets en recherche, mais nous on peut dès aujourd'hui stocker du CO2 de manière permanente dans les déchets minéraux. Donc notre équipe, on est une start-up suisse basée à Berne et on est en plein développement dans toute l'Europe avec une certification par Gold Standard et Puro Earth. Et voilà, on a commencé en 2019 et on est à peu près 95 maintenant.
avec des bureaux à Berne, Zurich et en Allemagne à Cologne. Donc, pourquoi le béton de démolition? Donc, le béton de démolition, ça représente le plus gros flux de déchets au monde, avec 5 milliards de tonnes qui sont produits par an. Et donc, le béton, qu'est-ce que c'est? C'est des agrégats grossiers, des plus petits, du ciment et de l'eau. Et le ciment, c'est ce qui émet énormément d'émissions lorsqu'il est produit. On va chercher des roches calcaires, puis on va chauffer ces roches pour créer du ciment qui va venir relier tous les éléments dans le béton et faire une matière qui est très solide pour les constructions. Et donc on va utiliser une réaction, c'est la réaction de minéralisation avec la carbonatation du carbone. Et c'est une réaction qui est faite de manière naturelle, c'est-à-dire que le béton va naturellement absorber le CO2 au contact de l'air, mais c'est un processus qui va prendre des années et nous on va pouvoir avec notre technologie le faire en quelques heures. Donc on ne va pas forcément voir une différence au niveau du matériel quand on le regarde à l'œil nu, mais si on zoome un petit peu, on va voir que le CO2 va être carbonaté et en fait ça va combler les pores dans les granulats et réduire aussi le pH. Donc ce processus-là va aussi, pour les granulats recyclés, améliorer les propriétés mécaniques et donc voilà. Et c'est un processus qui est fait de manière permanente. Il faudrait, pour réverser cette réaction, chauffer le matériel à plus de 600 degrés ou mettre des acides très forts. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un stockage permanent. Donc comment on fait ce processus-là? On va chercher du biogaz dans des usines biogéniques et qu'on va transporter sur des sites de recyclage à un périmètre de 150 km. Et donc on va venir avec notre technologie, donc c'est un réservoir de CO2. Le CO2, quand on le récupère sur les usines de biogaz, il va être liquéfié pour être transporté. Et donc on va apporter le tank sur les sites. On va ensuite le remettre avec la température extérieure avec un évaporateur à l'état gazeux qui va ensuite passer dans une salle de contrôle et de mesure qui va permettre que la réaction se fasse efficacement et aussi mesurer combien de CO2 on a pu stocker lors de ce processus-là. Et ensuite une chambre de réaction donc, où le béton est carbonaté. Et donc cette chambre de réaction va varier en fonction des sites pour s'adapter aux quantités ou aux installations. Donc comment le business model, comment on rend tout ça rentable? Donc in fine, on va vendre des certificats de stockage de CO2 sur le marché volontaire. Donc ça va être des grands groupes, principalement Microsoft, qui achètent ces stockages-là pour réduire leurs émissions. Et grâce à ce certificat qu'on arrive à vendre, on va du coup pouvoir acheter du biogaz dans des usines biogéniques. Et ensuite, dans les centres de recyclage, cette machine donc, qui est un investissement pour les recycleurs au départ, en fait on va venir leur racheter, il va y avoir une compensation pour le CO2 qui sont stockés. Donc en général c'est un retour sur investissement de 5 ans. Et à partir de là, chaque tonne de CO2 stocké sera compensée. Donc pour les recycleurs, c'est un processus qui du coup leur permet d'augmenter leurs revenus et aussi aider à leur image et s'inscrire dans une démarche de développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi améliore les propriétés des granulats recyclés. Donc ça les aide aussi pour le recyclage ensuite. Et tout ce processus-là, donc dans les centres de recyclage, c'est une étape en plus, donc ça ne perturbe pas du tout le processus. Et voilà, ça s'intègre directement sur les sites. Donc pour l'instant, comme on a commencé en Suisse, la plupart de nos sites sont en Suisse, mais on a 29 sites de captage et de stockage en activité et 40 actuellement en construction dans toute l'Europe. Vous pouvez voir sur cette carte, on a quelques-uns en France, on a commencé en France l'année dernière, et donc c'est le nord de l'Italie, l'Allemagne, en Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
aussi, il y a 3 études de cas pour montrer aussi les différentes tailles des sites sur lesquels on travaille, avec différents tonnages par an. On a par exemple un site à 30 000 tonnes par an et des sites beaucoup plus gros à 200 000 tonnes par an. Et on arrive en général à stocker en fonction de la qualité du produit et de l'opération, à mettre dans 1000 tonnes, dans une tonne de CO2, 10 kg, dans une tonne de granulats recyclés, une tonne de CO2. Voilà, donc c'était pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Oui, je voulais savoir à peu près une installation de minéralisation, ça prend combien de tonnes? Vous avez montré 3 cas d'usage, mais globalement, un réacteur, c'est combien de tonnes de CO2 et combien de tonnes de granulats? Donc en général, la plupart de nos projets pour l'instant, c'est à peu près 100 000 tonnes de granulats recyclés. Et donc ça permet de stocker 1000 tonnes de CO2 par an. Et j'avais une deuxième question, c'est vous avez parlé d'un effet bénéfique pour le granulat recyclé, du fait qu'il soit carbonaté. Oui. Vous pouvez le décrire un peu, c'est-à-dire quelles sont les propriétés physiques qui sont améliorées, et est-ce que ça permet au recycleur justement d'améliorer son prix de vente, ou est-ce qu'il peut changer de marché et avoir d'autres applications? Alors cette réaction-là, elle permet de rendre le pH neutre. Donc quand on le recycle et on le remélange avec du ciment ou d'autres matériaux, ça permet d'améliorer la recette un peu du béton. Et ensuite, le béton, c'est un matériau qui est assez poreux. Et en fait, du coup, avec ce processus, avec la carbonatation, ça va un peu remplir ces pores-là. Donc les granulats vont avoir une propriété mécanique plus solide, ce qui va permettre aussi d'augmenter les propriétés mécaniques du béton recyclé. Merci beaucoup. Next, calling Jan Lindenberger. I don't know if Jan is here. Yes. Okay. Hi, Jan. Okay, thank you. So, hi everybody, good afternoon. When I look in your face, I see you may be, a few of us, a little bit tired after and exhausted after these 2 days. So I hopefully will keep short myself, and so that you get home a little bit earlier. So I'm gonna present you today the Biochar Live project. I'm sales manager from Next Generation Elements. We are a little bit different to the presentation that was what we have heard before. We are an equipment manufacturer, but within this project, this is a part to also produce climate positive concrete additive from biochar. So the title of this project was the demonstration of the production of plant-based biochar within the composting cycle and creating high value-added end products of the biochar. This project starts at the 1st of June last year and has a duration of 36 months. There are in some 4 project partners, so this is a little bit special of this project setup, because we as equipment manufacturer are a part of the whole project consortium. The project has a budget of 3.388 million euros, and
60% grant is given. The goals of the project is the extension and expansion of the plant capacity up to 5,300 tons of wet biowaste, and to enhance also the annual biochar production capacity up to 1,000 tons of biochar per year, which ends up in 2,500 tons of CO2 which is stored. And well, as I said before, the production of a climate positive concrete additive and an EU-wide dissemination and replication and also scale up. So the project partners are the company Sonnenerde. You may know them. The founder is Gerald Dunst. It's a composting facility based in the eastern part of Austria. Then our part as Next Generation Elements as equipment manufacturer for pyrolysis units. Castercon, which produces the concrete additive out of biochar, and Pass2 Green, the manager for the whole project and responsible for the EU funding and for the application. So, to go a little bit more in detail about the project partners, Sonnenerde is from Riedlingsdorf, is this small village called, was founded in 1989, and 2012 they decided to set up the first pyrolysis plant and developed their first product called Bio Schwarzerde. This is a soil product made from their compost with part of biochar in it. So, and now today they have a subsidiary. It's called the Char Line. This is made a daughter company for the sales channel of their produced biochar, and this two company now have in their portfolio a lot of different products, ready-mix soil products, biochar products, especially for biogas, especially for feed applications, many different kinds of different products with mixed with biochar or pure biochar. So, and in 2023 they decided to set up the second pyrolysis plant on an industrial scale. That was the first plant we delivered to their site. And now in 2025 they get the third line, and it should be commissioned within the next 3 weeks. So, and then we are reaching the capacity of 1,000 tons of biochar production per year. So, to give you a little bit of an overview of our company, NGE is a part of the Next Generation Group. Our company group is mainly focused on the plastic recycling, and we have within the whole company we have about 300 employees and very international, active at the market. We have installed bases, and the whole group has installed bases in more than 100 different countries. So we are stopped at nothing, so we are exporting. And to give you a little bit an historical overview, 2017 the Next Generation Elements was founded as a subsidiary of Next Generation Recycling, and the first task was to develop a process for the thermochemical recycling of plastic waste. So this is where we came in the pyrolysis business, because we started in 2018,
to construct an electrical heated screw reactor for plastic pyrolysis. And out of this technology, we designed 2020 the direct heated screw reactor, which is used for biomass pyrolysis. 2021, we established an business unit called SunCycle for the plastic pyrolysis and recovering of the pyrolysis oil. 2020, we delivered the first direct heated reactor for biomass, and this was the market launch. So, and last year we sold the business unit for the plastic recycling and recovering of the oil, because we want to completely focus ourselves on the biomass market. So the next project partner is Castorcon. Castorcon is responsible for this climate positive concrete additive, and they start in 2020 to undertake initial trials with different kinds of material streams. The company was 2022, found in Marienhafen in Germany, and last year they won the Innovation Award here in Nord, and the name Castorcon means carbon storage concrete, and ClimeAid is their product name for their climate positive concrete additive. So, and in the past they have realized about 10,000 cubic meters of precast concrete, ready mixed concrete, and asphalt projects. So, and the last of the project partners is Pass2Green. It is an environmental consultancy company from Brussels, which has a strong expertise in the EU funding. This is the reason why he was the manager of the whole product. And they're mainly active in transportation, logistics, and so on. And yes, the goal is to the exploitation of innovative and economical products. So, and what is the special things about these products and integrating biochar production in the composting cycle? To the composting facility, a lot of bio waste from the municipalities are delivered, and we have a lot of wet biomass waste. Then we have the first screening step to separate the pieces of bigger than 80 millimeters, which is normally an typical waste stuff which has to go into an incineration because it cannot be used other way, unfortunately. But if you have an pyrolysis equipment from us, it happens. So that and after the composting process, we screen again and take out the small residues from 50 to 80 millimeters. So we have these two fractions, and then already mix them up with other waste stuff like paper mill rejects and sludges from the food processing industry to get in sum the 5,300 tons of wet biomass that has to be dried. So I show you afterwards on the next slide the whole plant where the drying is also integrated, and after drying the pyrolysis. So, and the special is also that with the waste heat from the pyrolysis, we dry sewage sludge. The off gas from the sewage sludge is sent to an acidic scrubber where we recover ammonium sulfate, and this is where we can bring nitrogen to the biochar. And
the dried sewage sludge goes afterwards in the incineration plant and delivers energy to municipalities again. And after all that, the preparation, the real preparation of the biochar has to begin to make an additive, an appropriate additive for concrete out of it, and to and then we can, for other applications like in agriculture and so on. So here we have the whole plant setup. The first stage is moving floor for full automated feeding of the pyrolysis system. This moving floor has an integrated drying system. So, of course, we came very wet with a moisture content of maybe 50% and dry then to a dry matter content of 85%. And then it's feeded in the pyrolysis fully automatically. We have an rotary valve at the entrance of the pyrolysis to avoid that oxygen enters the pyrolysis. And yes, in the pyrolysis, the flue gases, in our machine, the flue gases, the sun gases are directly burned, which providing the heat, and the off gases from this incineration go directly to a sewage sludge dryer. It's hard to spell. Should we try it? Sewage sludge? I think it's a little bit hard. And the ready biochar is discharged from the pyrolysis unit and is loaded with the ammonium sulfate, which is recovered from the off gas. So in this special sludge dryer, we have 3 chambers with rotating shafts on the bottom, with which are throwing the material in the air, and we are coming from the top directly with the 300 degrees hot off gas. So we have no heat exchanger between dryer and pyrolysis unit. And the off gas after the dryer goes to a condensation unit, which is in this case highly effective because the air is fully saturated. So we have, when we commissioned the second line, nearly 600 kW, which we can recover there from the off gas stream. And then at least, but not last, the acidic scrubber, where we recover the ammonium sulfate to load the biochar. The last step is the biofilter to reduce the rest of ammonia and a little bit of odor, because otherwise it will be a little bit stinky. And this low temperature heat coming from the flue gas condensation is used for the pre-drying of the biomass. So you see it's a real closed loop, and yeah, a really nice plant. We have there in celebration there in April for opening the second line and the big party. So may you join us all. So this is the first stage, what was already existing. So the 1 line and 1 sludge dryer. And the second thing is what we have now to do within the LIFE project is to set up the 3rd dryer and the 2nd pyrolysis unit. And the 2 pyrolysis units are delivering the necessary thermal power for all 3 dryers. Because unfortunately at first it was agreed 3 lines, 3 pyrolysis units, 3 dryers, but then we have seen that we can deliver enough energy with only 2 units, so we sold only 2. But it's better to surprise a customer in this way than in the other way. So
a little bit more aspects what we should consider about this project is that we have a large-scale biochar production unit, and we solve also some screening issues. Because the problem is now when we have the first stage screening at the composting facility. Nowadays, a lot of plastic residues are in it, normally. But for the pyrolysis unit, it's not, for our pyrolysis unit, it's not the big problem to deal with it, because then we fix the lack of maybe a little bit of low calorific value of the input material, because that burns very good. And the and also the economic value, yes, of course, and we have also the reduction of greenhouse gas emissions that we avoid when we bring it not into the incineration. So we have the double effect of saving greenhouse gases emissions. So thank you. I've come to the end of my presentation. Thank you for your attention, and if you have questions, don't hesitate to ask me. Everything's clear? Looks good, looks good. Okay, thank you. Donc je suis Fabien Michel et je vais vous présenter en français Carborock, donc il y a un projet sur lequel on travaille. On est une boîte basée à Nantes. Il y a une petite photo de notre équipe. Alors nous, on n'est pas très nombreux. Bon, bah, ça va faire un peu des redites, hein, mais ça vaut peut-être le coup de répéter. Normalement, vous serez bien, vous serez bien calé à la fin. Donc nous, on travaille sur la thématique du développement de puits de carbone technologiques. Il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte les 40 dernières années, vous devez le savoir. Il y a des solutions qui permettent de moins émettre. Et nous, on travaille sur une solution qui permet d'aller chercher du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Donc en particulier du CO2 qui a déjà été émis ou du CO2 dont on n'arrive pas à réduire les émissions. Le besoin, il a déjà été présenté. 4 à 10 milliards de tonnes au niveau mondial. En France, ça serait de l'ordre de 40 millions de tonnes par an, d'après la SNBC. Je tire tous ces chiffres de Carbon Impact, donc si vous êtes faux, vous pouvez vous plaindre directement au premier rang. Je crois que vous avez déjà vu cette courbe 20 fois. Il y a quelque chose qui est important dans cette courbe, c'est que pour qu'on ait 4 à 10 gigatonnes par an à l'horizon 2050, il ne faut pas commencer en 2049. Créer des filières industrielles, ça prend pas mal de temps, et avoir des filières sérieuses, ça demande aussi de se structurer à la fois dans l'industrialisation, malheureusement mais heureusement dans la régulation. Et donc, même si on n'est pas tout à fait tous concernés pareil par l'élimination de dioxyde de carbone aujourd'hui, c'est un processus qui est assez long. Alors une question que vous n'avez peut-être pas posée, ou vous avez peut-être dit, tiens, mais ils vont vendre des crédits à 400, 600, l'autre ils vendent à 800 € la tonne, 150 € la tonne, c'est quoi tous ces prix, pourquoi, et pourquoi finalement c'est pas trop cher, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que donc élimination et réduction vont de pair, et en fonction, pour une organisation donnée où on en est sur sa courbe de réduction de sa trajectoire net zéro, on n'a pas forcément les mêmes outils, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Si vous êtes une organisation, une entreprise qui vient de prendre conscience que les émissions de CO2 c'était pas bien, vous êtes plutôt dans les bleus foncés. Il faut faire un bilan carbone, il faut faire de l'efficacité énergétique. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez peut-être trouver que ça coûte cher, mais en fait vous avez fait que la première partie. Il faudra ensuite passer sur des moyens de réduire les émissions qui sont encore plus coûteux. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, vous vous rendrez compte que vous n'arriverez pas à ne pas émettre du tout de CO2. Si vous êtes un acteur et que vous prenez l'avion de temps en temps, si vos employés prennent la voiture, si vous avez de l'électricité renouvelable, vous émettez quand même du CO2 dans votre scope 3. Et donc la seule manière d'avoir une activité neutre en carbone, net zéro, c'est que quelqu'un élimine le CO2 pour vous.
un petit graphe très utile que je reprends aussi d'autres gens très très bien, qui montre aussi par l'exemple que certaines entreprises qui émettent beaucoup de CO2, même si elles ont beaucoup de revenus, en fait les revenus à la tonne de CO2 font qu'elles ne pourraient pas payer des crédits d'élimination de carbone très chers. Et ça tombe bien parce qu'en général, ces entreprises qui sont en bas à droite, il ne faut pas qu'elles fassent de l'élimination de carbone, il faut qu'elles fassent de la réduction d'émissions d'abord. Il faut qu'elles fassent de l'électrification, il faut qu'elles fassent d'abord de l'efficacité énergétique. Et puis quand elles auront fait ça, il faudra sûrement qu'elles fassent du carbone capture. Puis quand elles auront fini, au final, il faudra certainement qu'elles fassent de l'élimination de dioxyde de carbone pour être réellement net zéro. Et donc aujourd'hui, on va s'adresser à ceux qui finalement émettent du CO2 mais qui ont un profit par tonne de CO2 qui est plutôt élevé. Puisque c'est eux qui vont être concernés, vu qu'ils ne peuvent pas capter le CO2 puisqu'ils n'en émettent pas directement. C'est leur activité qui indirectement en émet. Ils ne sont pas neutres en carbone, ils ont un scope 3 qui peut être important, mais ils ne peuvent pas réduire leurs émissions ou être plus renouvelables que le renouvelable qu'ils sont déjà. Il faut qu'ils aillent plus loin. Ils pourraient aussi fermer, mais bon, c'est pas forcément pas une bonne chose pour eux. Donc nous, notre solution, c'est de déployer des écosystèmes de minéralisation du CO2. Alors je suis désolé s'il y a des boîtes bien qui sont passées avant, basées en Suisse, qui expliquent un peu la même chose. Hein. Bon, voilà. On n'a pas voulu copier, on a notre propre truc, mais du coup ça fait un peu redite. Mais on aborde les problèmes un petit peu différemment. Donc notre solution, ça va être de déployer ces écosystèmes où on va prendre des flux de CO2 et des flux de matériaux, on va les faire réagir dans notre technologie et on va générer deux choses, des matériaux carbonatés et des certificats de piégeage. Et donc les certificats de piégeage constituent la source principale de revenus, mais on mise beaucoup sur les co-bénéfices qui sont l'amélioration des propriétés de ces matériaux. Donc nous on travaille sur du béton recyclé en particulier, puisque c'est un matériau qui est simple à manipuler et qu'on a une grande quantité. Puis il y a 20 millions de tonnes de béton recyclé par an en France. Et il y a à peu près 400 plateformes de recyclage. Ça fait un petit peu de quoi s'amuser. Et donc aujourd'hui, ces matériaux, ils vont en France essentiellement pour faire de la grave routière. Et on essaye de les recycler. Et donc certaines fractions sont intéressantes, des gros cailloux qu'on sait bien faire, bien trier. Et puis d'autres, des fractions qui sont plutôt poreuses et sur lesquelles c'est plus difficile. Et donc l'intérêt de la carbonatation, ça va être aussi d'améliorer ces propriétés-là pour pouvoir, je ne sais pas si vous voyez, mais la flèche vers nouveau béton est quand même beaucoup plus grosse que la flèche vers grave routière. Ça veut dire qu'on veut développer cette partie-là de manière circulaire. Donc nos métiers chez Carborock, c'est de 1. Développer des projets dans les territoires, 2. Construire des unités de minéralisation et 3. Vendre des crédits d'élimination de dioxyde de carbone. Développer des projets dans les territoires, c'est parce qu'on fait des projets qui sont locaux et donc qui vont concerner pas beaucoup de tonnes de CO2 qu'on va piéger, mais l'avantage c'est qu'on va les piéger de manière très permanente et vraiment à proximité de là où on va capturer le CO2. Alors, notre produit, donc nous on a un réacteur de minéralisation qui s'appelle OCAPI, ça veut dire opération de carbonatation accélérée, pour un pilote industriel. Et donc c'est un procédé qui s'appelle ex situ, donc on va travailler avec des roches qui sont sorties de leur milieu naturel, donc du béton recyclé. On est sur une voie sèche, et on a des concurrents où nous-mêmes on travaille sur d'autres procédés où on est en voie humide, en coulis. Là on travaille en voie sèche. À la différence de certains, on a un procédé qui est continu, c'est-à-dire qu'on va injecter du CO2 en continu et des matériaux en continu, et on va être sur un procédé qui est fermé. Petite subtilité, on met les cailloux en haut, on a un sas, on sort les cailloux en bas, mais nous on a un écoulement de matériaux. Et donc ça permet de pouvoir exposer spécifiquement les matériaux au CO2 quand ils passent dans notre réacteur. L'idée c'est de piéger typiquement de 400 à 700 tonnes de CO2 par an et par site. Ça va dépendre de la taille des plateformes, ça va dépendre du gisement et de sa capacité à réagir. Et donc on cherche à améliorer le piégeage parce qu'on booste la réaction. On cherche à maximiser le rendement carbone puisqu'on va contrôler nos fuites et on va recycler une partie du gaz qu'on ressort. Et on veut maximiser aussi les cadences de production. Et donc ça, cette machine, elle est en cours de fabrication à Nantes et on l'assemble, on la monte à la fin du mois et on la teste en 2025. Et donc sur notre roadmap, on a commencé par des essais en laboratoire, on a fait un réacteur d'atelier. Aujourd'hui, on en est donc un TRL 5, c'est Technology Readiness Level, avec la construction de ce réacteur et on va faire notre campagne d'essai en situation réelle en ce semestre, en 2025.
disons cette année, en 2025. Et le but, c'est de réaliser le premier projet l'année prochaine sur une taille réelle. Donc tous les jours, on s'amuse, on teste notre banc, on met différents mélanges, on règle des conditions opérationnelles différentes. On fait Mumuse pour comprendre comment la diffusion se passe dans un réacteur plus ou moins grand. Et puis on produit des matériaux recyclés carbonatés dont on veut vérifier l'intérêt quand on refait du béton avec. On a aussi des choses un petit peu plus complexes. On travaille sur la minéralisation de CO2 dans les mâches fer, et qui ont donc les mâches fer, c'est les cendres d'incinération, qui ont d'autres problématiques, notamment de polluants qui peuvent être piégés ou relargués, et notamment d'autres matériaux qu'on va pouvoir aller chercher. Donc parce que les mâches fer, c'est un peu une mine urbaine, hein. On peut y retrouver du cuivre, du zinc, du tungstène dans des quantités qui sont assez intéressantes. Et donc aujourd'hui, on a des coopérations avec des universités en Europe pour travailler sur ces sujets. Et puis on réalise beaucoup d'expériences de minéralisation pour bien caractériser sur les différents projets sur lesquels on travaille la quantité de CO2 qu'on peut piéger. Donc là j'ai mis un axe non chronologique avec du coup des résultats qui vont de 2 à 30 kg de CO2 par tonne de matériaux. Et donc ça va dépendre de la manière dont on va travailler. Et donc aujourd'hui on réalise des essais sur plateforme industrielle. Alors aujourd'hui pour ce semestre, on a 3 projets en cours d'étude de faisabilité en France et notre objectif, c'est de faire une démonstration de taille réelle à partir de 2026. Une des particularités de notre technologie, c'est qu'elle permet de très bien valoriser du CO2 qu'on peut envoyer directement par canalisation. Et donc, dans notre logique d'écosystème de minéralisation, on souhaite coupler le plus proche possible des unités de méthanisation notre machine pour pouvoir valoriser du CO2 dans des matériaux en limitant au maximum les OPEX, puisque la liquéfaction coûte de l'énergie et de l'argent. La chaîne logistique est donc importante, et quand on peut s'en passer, notamment quand on a des projets qui sont vraiment très proches, on met en place, on étudie et on met en place des sujets de canalisation pour améliorer la performance économique de ces projets. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois que le monsieur lève la main, oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un stand en face du D28 là-bas. Puis si vous voulez avoir plus d'informations, voir la machine en vrai, venez nous voir, pas de problème. Pourquoi faire en continu et pas en batch? Alors, quand on a une cinétique de minéralisation de CO2 par carbonatation, en fait, la cinétique est très rapide au début et très longue à la fin. Donc quand on a un batch, vous avez un réservoir, et donc dans les premières minutes, il y a beaucoup de CO2 qui est injecté. Et puis dans les dernières minutes, si vous restez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, il n'y a quasiment rien en fait qui est piégé. C'est vraiment une exponentielle décroissante. Et donc ça, c'est plutôt bien adapté à du CO2 liquéfié, puisqu'on peut contrôler des petites quantités qu'on va envoyer, et très mal adapté à une production continue de CO2. Donc si on veut mettre, parce qu'on a pas mal de sites où il y a la méta et la plateforme de traitement des matériaux qui est juste à côté en fait. Et éventuellement des fois par les mêmes acteurs, des acteurs du TP qui se mettent à faire de la méthanisation. Et ben en fait si on fait ça, on va avoir des appels de débit, des baisses de pression qui sont très fortes, et du coup qui ne sont pas du tout pratiques pour pouvoir valoriser. Si vous mettez un DAC par exemple, on a des partenariats avec des acteurs qui développent du direct air capture, bah eux ils ont envie de produire du CO2 en continu, et ils n'ont pas envie d'avoir à liquéfier pour revaporiser leur CO2. Et nous, on a la capacité à traiter le débit en continu, puisqu'on injecte des matériaux en continu et on consomme du CO2 en continu. Alors qu'un batch va avoir, c'est des lots, donc ils vont consommer énormément au début et puis très peu à la fin. Et après, en termes d'utilisation d'un volume, bah, si c'est du génie des procédés, si on met des petites quantités au fur et à mesure, on a plutôt ce qui ressemble à un réacteur piston, et plutôt que d'avoir un réacteur batch qui est finalement très sollicité au début et moins à la fin, et sur lequel la flexibilité de la cadence de production ne va pas du tout être la même. Après, le batch est plus simple. Il limite certaines difficultés, mais il a aussi ses limites. Pas d'autres questions? Merci à tous et à toutes.
Ouais, merci Fabien, et puis merci à tous les intervenants pour vos interventions et pour votre attention. On vous libère, là on a fini sur le carbone, non, le béton négatif en carbone. Merci.